Voici une autre carte mère Commodore 64. Celle-ci est de première génération. Je le laisse avec vous aujourd'hui. Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Je poursuis aujourd'hui dans cette série de remises en marche de matériel de Commodore 64. Vous trouverez un lien vers d'autres vidéos de la série dans la description ci-dessous. Je vous suggère de visionner les autres vidéos avant celle-ci, bien sûr. Cette carte mère provient d'un lot de matériel Commodore 64 qui a été remisé pendant de nombreuses années dans un environnement pas trop conditionné, pas trop contrôlé, disons. On peut donc s'attendre à n'importe quoi comme résultat. Ça rend l'exercice intriguant quand même. Aujourd'hui, je m'attaque à cette deuxième carte mère que j'ai choisie dans un lot de 5. Elle est de première génération, soit la version 326-298. C'est la version la moins commune du Commodore 64, donc la plus rare, qui a une certaine valeur donc. Je ne l'ai pas encore essayé. On va donc découvrir ensemble si elle fonctionne bien, étape par étape. Attendez-vous à n'importe quoi. Allons-y. Alors, voici la plaquette numéro 2. La numéro 1, elle est ici. Celle-là, on le sait qu'elle fonctionne bien. La numéro 2, comme mentionné, c'est une plaquette de génération 1. C'est la première génération. Regardez ici le compartiment de vidéo, de création du signal vidéo. C'est clairement plus large que la version 2. OK, ça, c'est la première grosse différence, on voit bien. Si vous observez aussi l'emplacement des pièces, vous allez voir qu'il y a quand même une certaine différence, là, surtout ici, là, dans cette zone-ci. Vous voyez là, qu'il y a une différence. Le bloc d'alimentation aussi est complètement différent, évidemment, du fait de la forme de la cage différente ici. Bien, le bloc d'alimentation est tout à droite ici, alors qu'il est un peu plus distribué sur la première génération. Donc ça, c'est effectivement le numéro 326-298, c'est l'assemblage 326-298, c'était la première génération. Bon, il y a des choses un peu plus ou moins bien conçues, puis c'est pour ça, à mon avis, qu'ils ont refait l'emplacement des pièces. Alors, je vais me débarrasser de la plaquette numéro 1, mais auparavant, je veux vous montrer une autre différence de la première génération versus la deuxième. Si vous regardez ici, ça, c'est un DIN à 5 broches. Et ici, vous avez un DIN à, je crois que c'est 8 broches. Donc, c'est le signal vidéo et audio sur lequel je me connecte là, pour faire mes essais. Bien, il y a une différence. Les autres connecteurs sont identiques, mais là, ici, c'était majeur au point où je n'ai pas le câble pour me brancher sur la plaquette de première génération. Alors, j'ai donc dû faire un adaptateur que vous voyez ici. C'est un adaptateur extrêmement simple, là, DIN 5 à prise RCA. Et puis, la masse est commune aux deux, bien sûr, et j'ai vidéo et audio, tout simplement. Alors, c'est fait très rapidement, j'ai torsadé uniquement. C'est certain que si je voulais utiliser ce Commodore 64 à long terme, je ferais quelque chose avec du câble coaxial, beaucoup mieux. Mais pour fin d'essai, ça devrait aller. Alors, ça va me permettre de brancher le moniteur directement. Voilà. Alors, avant de mettre l'alimentation sur une plaquette dont on ne connaît pas la source, ici, ça fait au moins une vingtaine d'années, peut-être plus, qu'elle n'a pas été alimentée, bien, on va faire de l'observation. Donc, visuel, pour être certain qu'on ne voit rien qui indiquerait un problème potentiel. Alors, bien sûr, on observe pour des courts-circuits. Ici, il y a un petit dissipateur de chaleur qui peut tourner. C'est sur le 7805. C'est peut-être pas super clair, là. Mais ce dissipateur, il est rifté. Et ça peut tourner. Donc, il faut faire bien attention puisque juste en dessous, il y a le pont de diode juste au bout de mon doigt ici. Alors, il y a définitivement un risque. Alors, je l'ai redressé. Que ça soit croche comme ça, là, effectivement, c'est un peu à la va comme je te pousse. Première génération, hein, on s'entend là. Ils ont corrigé cette faiblesse, à mon avis, là, sur la deuxième génération.
Alors, les condensateurs, aucun signe de gonflement, aucun signe d'écoulement non plus. Alors ça, c'est bon signe. Le fusible que je vois ici semble intact. Vous ne voyez pas, là, c'est un peu difficile, mais c'est intact. C'est un petit fil, hein, ce n'est pas du gros courant, là. Et puis, un petit peu de rouille ici, mais sinon, c'est correct. Qu'est-ce que je vois aussi qui semble normal? Je fais une inspection rapide. Ici, c'est un transistor. Il est bien monté à la verticale, il n'est pas écrasé. 2 plus petits transistors ici. Tout semble correct. Il y a une puce qui manque. C'est le SID, Sound Interface Device. C'est la puce que j'ai retirée pour faire des essais de tous les SID. On peut mettre l'alimentation sur la carte. On peut la mettre sous tension et elle va démarrer même si le SID n'est pas présent. Alors ça, ce n'est pas un problème en soi. On va garder à l'extérieur. Alors, je surveille tous les condensateurs. Tout est correct. Je ne vois aucun dommage. Par contre, il y a des condensateurs céramiques et je vais m'approcher un petit peu. Voilà, comme ici, si vous regardez, le condensateur a été franchement écrasé contre la plaquette. Il faut juste s'assurer que les broches du condensateur ne touchent pas à un via. Je vous en montre 2 autres ici où c'est douteux. Regardez au bout de mon doigt. Il y a un via sur la plaquette et la broche est très, très proche. Alors, on va soulever les condensateurs juste pour être certain qu'il n'y aura pas de contact avec les vias. C'est encore un peu trop proche. Donc, je redresse la patte ici pour être certain qu'il n'y aura pas de court-circuit possible. Bon, voilà, c'est dégagé. Ici, même chose à gauche. Il y a un via juste ici. Et non, ici, ça ne touche pas. Bon, alors c'est ce genre de choses qu'il faut vraiment vérifier et contre-vérifier. Et bien sûr, on regarde tous les condensateurs électrolytiques. Ici, on a 2 condensateurs. Ça dégage bien le via, là, même si ça semble pire que c'est en réalité. Donc, c'est ce genre de choses, là, parce que ces plaquettes-là ont été empilées les unes par-dessus les autres. Et ce qui crochit les pattes, ce qui pousse les composants contre la plaquette, et ainsi de suite. Donc, on fait ce genre d'inspection un peu partout. Ouais. Alors, évidemment, je vous épargne ce trouble, là, mais c'est quelque chose à faire absolument. L'autre chose qu'on doit s'assurer de faire sur les Commodore 64, c'est d'opérer l'interrupteur de mise sous tension à plusieurs reprises. Il est réputé avoir ou créer des mauvais contacts à l'interne. Donc, en l'opérant comme ça, on nettoie les contacts. Ça devrait être bien correct. Je vais aussi faire quelque chose ici. On voit ici qu'il y a définitivement un film de poussière. Ah oui. Alors, je vais passer une brosse un peu partout. La dernière fois, j'avais utilisé une brosse à dents, puis je vous ai dit que je me suis senti coupable. Alors, j'ai commandé ce genre de brosse. Ce sont des brosses, j'en ai 3, c'est un ensemble de 3. Si vous tapez ESD Brush, vous allez trouver ça sur eBay, par exemple, les sites de vente en ligne. Et voilà, on frotte un peu pour enlever la poussière. C'est rien de bien grave, la couche n'est pas très épaisse, là, mais quand même, avec ces brosses antistatiques, ben, on ne court pas de risque de causer une accumulation de charge et créer des décharges électrostatiques qui pourraient évidemment être dommageables pour les puces MOS, toutes les puces en général, mais particulièrement les puces MOS. Alors voilà, ça, je vais finir ça avec hors champ, là, pour ne pas que vous perdiez votre temps, mais je vais parcourir pas mal partout sur la plaque. Autre chose à vérifier, ce sont les broches ici. Oh, les broches du connecteur de clavier. Elles sont un petit peu croches, oui, absolument. Alors, je vais juste les redresser. Encore une fois, je vous ai mentionné que ça a été empilé, hein, et c'est pour cela que les broches sont un petit peu croches. Alors, voilà. Ça va être beaucoup mieux comme ça. Il ne devrait pas avoir de problème à insérer le connecteur de clavier en temps et lieu. Bon, la dernière chose aussi, ben, une des choses qu'on veut vérifier, c'est le bouclier. On veut s'assurer qu'il y a bel et bien un carton en dessous. Et c'est le cas. On voit bien un carton gris qui isole le bouclier du dessous de la plaquette. Et il est bien centré par rapport au bouclier. Interférence électromagnétique, EMI. Alors voilà. Ici, il reste une vis. C'est pas bien grave. Il reste un morceau de l'entretoise
du Commodore 64 d'origine. Bon, on va la laisser là pour l'instant. Alors, tout semble correct, ça ne dépasse pas. Le bouclier est soudé en place. Il a vraisemblablement déjà été enlevé. Oui. Pourquoi je vous dis cela? Simplement parce que la mémoire RAM, qui est toute ici, elle est montée sur des supports. Et je ne crois pas qu'il y avait aucun Commodore 64 qui a été expédié avec des supports de circuits intégrés. Donc, à mon avis, il y a eu remplacement de la mémoire RAM dans le passé. Et c'est pour ça qu'ils sont tous montés sur des supports. Alors, ça va nous aider s'il y a un problème de mémoire RAM. Évidemment, on va sauver du temps ici. Je joue un peu de chance s'il y a un trouble de mémoire RAM, évidemment. Alors, je ne vous l'ai pas mentionné, mais oui. OK? Bon. Alors, je finis le ménage, je fais une dernière inspection et on va être prêt pour mettre le Commodore 64 sous tension. Alors, j'ai retiré les deux couvercles des boîtes métalliques, là, la partie radiofréquence pour le signal télé et la partie génération de signal vidéo. Et juste pour être certain que tout semble correct, il n'y a aucun composant qui causerait un court-circuit ou quoi que ce soit, ou aucun dommage non plus, quel qu'il soit, il n'y a pas eu de pièces brûlées ou quoi que ce soit. Alors, tout semble nominal ici. Alors, j'ai fini mon ménage avec la petite brosse. J'ai fait une bonne inspection partout pour être certain qu'il n'y ait pas de court-circuit. Je serais donc prêt et disposé à mettre la plaquette sous tension, puisque je ne vois rien d'inquiétant. Alors, je m'installe et on va faire cela. Alors, je me suis repositionné, j'ai branché l'alimentation pour le Commodore 64, l'interrupteur est bien éteint. J'ai branché le signal vidéo sur mon adaptateur. Ça, c'est fait. Ce qui est branché sur le moniteur juste ici, sur l'écran. Et donc, je n'ai pas branché le clavier. On va voir ça après si on a un signe de vie, bien sûr. Alors, je suis prêt à me lancer. Bien sûr, on observe toujours si on voit de la petite fumée magique qui sort ou quoi que ce soit. On se tient prêt à éteindre. Alors, j'allume l'écran et j'allume le Commodore 64. Voilà. Oh, est-ce qu'on a quelque chose? Oui, on a effectivement un signal. Tout semble nominal. En tout cas, à gauche ici, c'est un petit peu bizarre. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a comme un dédoublement. Mais Commodore 64, 64K 38911, tout semble bien correct de ce côté. Je ne vois aucune difficulté. Le curseur clignote, ce qui donc veut donc dire que tout roule présentement. Il n'y a rien qui est figé. Bon, là, je n'ai pas de dissipateur de chaleur sur le VIC-2, mais ce n'est pas grave. C'est ouvert, donc à court terme, il n'y a aucune difficulté. Ce n'est pas nécessaire. Alors, tout semble correct. On peut aussi observer, si on voit de la fumée, si je touche le dissipateur, et savez-vous, il devient quand même assez chaud, ce dissipateur. Ça, c'est le 5 volts, 7805, juste ici. Le 12 volts, qui est plus bas, juste ici. Lui, non, le courant est définitivement plus faible. Mais le 5 volts, ça devient assez chaud au point où on ne peut pas laisser le doigt sur le dissipateur plus d'une seconde ou deux. Alors ça, c'est une faiblesse. Probablement, effectivement, dans la version 2, ils ont corrigé ce problème. Alors, le VIC-2 est à peine tiède. Ça, il n'y a pas de difficulté. Tout est bon. Eh bien, on ne fera pas une grosse vidéo de réparation avec celui-ci. Il semble bien que tout soit nominal. Alors ici, l'alignement. Alors, je pourrais jouer avec ce petit potentiomètre juste ici, dans l'appareil. Possiblement que ça corrigerait l'espèce de petit dédoublement ici à gauche. C'est vraiment pas grand-chose et je ne me rappelle pas d'avoir vu ça avec l'autre C64. En tout cas, je vais brancher le clavier, puis on va voir qu'est-ce qui va se produire après. Bon, alors, est-ce que ça fonctionne? Ouais, excellent. Évidemment, ce n'est pas le clavier que je veux tester ici, c'est vraiment le fait que le Commodore 64 fonctionne bien.
Alors, ça semble être bien correct. On va faire le petit test habituel. Eh bien oui. Ah, l'image est un peu floue. Regardez comme le I est flou. Les I sont flous et le T aussi. Je vais stopper le programme. Ça demeure flou. Il y a effectivement un petit... peut-être un ajustement, je ne sais trop, mais il y a quelque chose au niveau vidéo qui n'est pas tout à fait correct. Ce n'est pas grand-chose, mais allez donc savoir. Alors, une chose importante à faire, là, c'est de soulever la puce vidéo VIC-2, puis nettoyer si vous voulez, le support en y mettant du nettoyant pour contact, pour être certain qu'il n'y a pas de mauvais contact qui s'est développé avec les décennies, on va dire ça comme ça. Ce sont des broches en or, donc habituellement, c'est bon signe. Par contre, on ne sait jamais. Donc, je vais nettoyer un petit peu de pâte thermique ici sur le côté là, qui a envahi la broche. Je vais nettoyer ça, je vais nettoyer le support juste ici. Un petit peu de pâte thermique et je vais le réasseoir pour vérifier là, que les contacts sont bons. Ça, c'est la première des choses, la première des étapes. Wow, écoutez, c'est une vieille bécane des années 80. J'ai essayé de bouger quelques potentiomètres là, de nouveaux vidéos et puis je n'ai pas été capable d'arriver à mes fins. Et quand je fais un autre petit programme ici, où je fais écrire tout des I. On dirait que c'est placé avec le temps, je ne sais pas trop, mais tout est propre. Il n'y a plus ce problème. La seule chose, c'est ici, l'espacement à gauche, on voit une décomposition de différentes couleurs, brun, rose. Et l'espace à droite ici est plus petit que l'espace à gauche. Mais je ne pourrais pas jurer pour vous dire que c'est anormal au niveau du centrage sur le signal. Ça ici, c'est le signal composite qu'on regarde. Hein. Et il ne faut pas oublier que la dernière fois, sur la plaquette version 2, donc deuxième révision, il y avait question de combiner le signal de chrominance et de luminance à travers un petit adaptateur que je me suis fabriqué, tandis qu'ici, c'est fait sur la plaquette elle-même. Je n'ai qu'une sortie composite. Eh bien, vous savez quoi? Il a développé un trouble, ce Commodore 64. Je voulais faire fonctionner l'unité de disque pour faire des essais, mais regardez, si je tape le A, c'est le Z qui sort. Si je tape le Z, c'est aussi le Z. Si je sors tape le S, c'est correct le S. Si je tape le D, c'est le C, la lettre en bas, qui sort. Le F va être correct, mais si je tape le G, c'est le B qui sort. Le H va être correct, mais si je tape le J, c'est le M qui sort. Donc, vous voyez, ça saute. Il y a des courts-circuits entre certaines clés à toutes les deux clés. C'est assez particulier. Là, j'ai essayé un autre clavier et non, le problème ne s'est pas éliminé. Donc, ce n'est pas un problème d'un clavier, c'est un problème avec le Commodore 64. Au début, il n'y avait pas de problème. J'ai pu faire rouler un petit programme, j'ai pu taper load et ainsi de suite. Il vient de développer un trouble. Ah, ben là, j'ai trouvé ce qui n'allait pas. C'est ma nouvelle manette de jeu, mon nouveau joystick que j'avais branché sur le côté. C'est supposé être compatible. C'est une manette pour le Atari 800. C'est supposé être compatible avec le Commodore 64. Là, tout fonctionne bien, mais si je connecte la manette dans le port 1, soudainement, il y a un court-circuit qui se crée. Voyez-vous, ça envoie des caractères. De ça, là, c'est pas certain que c'est normal, ça. Peut-être que la manette de jeu n'est pas compatible comme on croirait. Là, pour l'instant, ça va. Je suis sur le port joystick 1, la port de manette de jeu 1. Il ne semble plus faire le problème. La manette de jeu, là, ce n'est que des contacts fermés et ouverts. Okay? Lorsqu'on appuie, on cause un court-circuit d'une broche à la marche, je crois. Dans une autre direction, c'est une autre broche, et ainsi de suite. Ce ne sont que des interrupteurs à l'intérieur. Pourtant, quand je roule un test de manette, tout semble bien correct. La seule chose un petit peu spéciale, c'est que
lorsque je vais à gauche, ça allume le bouton de mise à feu. Et c'est la même chose quand je pèse sur le bouton. Donc, ces deux contacts, gauche et bouton de tir, sont en commun. Ça me semble douteux qu'il n'y ait pas un contact séparé pour la mise à feu, indépendamment des directions. Sinon, ça nous enverrait à gauche lorsqu'on tire, ce qui n'a pas de sens vraiment, là. Attendez un peu, là. Ouais, on a un problème avec la manette de jeu, définitivement. Bon. Au moins, c'est des vis. OK. Bon, alors c'est peut-être la raison pour laquelle il y avait des lettres qui se pesaient même si je ne voulais pas. C'est peut-être le problème en question, là. C'est peut-être ce qui expliquerait pourquoi les lettres ici étaient erronées. Quand je pesais un A, ça sortait un Z et ainsi de suite. Si je bouge le fil, je sors des J. Si je remonte, je sors des D. Alors que je pèse sur le D, c'est correct. OK, alors, je sais ce que j'aurai à faire avec ça. Alors, la manette de jeu, ben, c'est celle-ci, Retrobit. Modèle contrôleur, donc manette de jeu classique, compatible batterie 2600. Et ben, c'est ça. Il semble y avoir un trouble, mauvais contact à quelque part. Donc, je vais l'ouvrir et je vais voir si je peux trouver. Alors, quand je bouge le fil à l'extérieur, ça fait bouger tout l'ensemble à l'intérieur. Et je ne sais pas si il y a une partie métallique qui vient toucher, là. Moi, je ne vois, à part des fils coupés, puis il y en a plusieurs quand même, plusieurs fils qui ont été coupés puisqu'ils n'en avaient pas besoin. À part quelques fils coupés, je ne vois pas. Peut-être qu'il y a un mauvais contact, peut-être que c'est le câble lui-même qui est en trouble, là. Il y a peut-être un court-circuit à l'intérieur, ici, là. Oh boy! Regardez les petits bouts de fil qui viennent court-circuiter les fils adjacents, tout simplement parce qu'ils ont été mal faufilés dans les trous. Alors, pour vérifier la qualité de l'image sur le signal télé, plutôt que sur le signal vidéo composite, j'ai branché la sortie RF du modulateur sur un téléviseur et ça me donnerait une idée là, de comparaison de signaux. Et à ma grande surprise, j'obtiens le signal suivant. Je filme le téléviseur avec une caméra. Vous voyez comme c'est enneigé. Ça, c'est le mieux, c'est vraiment le meilleur que j'ai pu obtenir. Je suis sur le canal 4. Si je tasse sur le canal 3, juste ici, et que je change la télé à 3, ça ne sera pas mieux, définitivement pas. Je suis mieux de rester à 4. Et vous voyez que c'est donc un signal faible. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai tapoté un peu partout. Je ne vois pas d'intermittence évidente. J'ai injecté du nettoyeur à contact. Il y a deux interrupteurs à glissoire ici. Et je les ai nettoyés. C'est pour la sélection du canal 3 ou 4. Et je me suis assuré qu'ils sont propres. Et non, ce n'est pas le problème. Bien sûr, quand je touche avec mes doigts, regardez comment ça fait tomber le signal complètement. Dans certaines parties du circuit, je fais juste toucher et ça affecte le signal. C'est comme si le transistor de sortie était défectueux, grillé, n'amplifiait pas le signal final et ce qu'on obtient, c'est ce qui passe à travers le transistor, mais il n'amplifie pas. J'ai fait des ajustements ici. Non, pas de problème, ce n'est pas là que ça se passe. J'ai vérifié l'alimentation, c'est bien le VCC 5 volts sur le modulateur. Incidemment, le modulateur, ici, est un module séparé. Je ne sais pas si c'est très évident pour vous, mais il y a une plaquette séparée à l'intérieur. Et si on vire la carte mère à l'envers, on n'aura pas accès à la face inférieure, malheureusement, du modulateur. Donc, pour retravailler les composants majeurs, ça va être un peu plus compliqué. Je crois que ceci, c'est le transistor de sortie et on n'y a pas accès. Donc, là, c'est là que j'y suis. Donc, en creusant, je creuse, je trouve des choses. Plus je creuse, plus je trouve.
Je croyais que la plaquette était bien correcte, mais là, je découvre qu'il y a un trouble. Et quand je connecte le signal vidéo pour vous montrer, ça affecte encore plus le signal radiofréquence RF sur le canal 4. Donc, il y a quelque chose de pas correct, probablement un circuit ouvert à quelque part ou un transistor de grillé, quelque chose du genre. Malheureusement, le schéma électrique ne contient pas le modulateur, le schéma papier que j'ai ne contient pas le schéma du modulateur. Alors, si on regarde le schéma pour essayer de régler le problème de signal très enneigé sur le téléviseur, alors le modulateur RF est ici, c'est une boîte séparée qui reçoit une alimentation 5 volts et signal vidéo composite et signal audio, qui est bien sûr les modules ensemble pour sortir sur le canal 3 ou le canal 4, norme NTSC ici en Amérique. Alors, le circuit est fait ici, c'est que le VIC chip, donc la puce VIC, produit le signal de couleur et le signal de luminance séparés. Et il y a combinaison des deux signaux pour créer le signal composite qui s'envoie ici dans le modulateur. Alors, ma prétention ici, c'est que tout ça n'a rien à voir avec le fait que le signal est très très faible. Si l'alimentation est envoyée ici au modulateur, alors j'insère un peu d'audio ici pour que ce soit clair. Le signal vidéo composite, il est correct. Je l'ai utilisé sur mon écran depuis le début. Donc, ce n'est pas le VIC-2 qui est en trouble pour causer le problème du modulateur. Il faut absolument isoler le problème au modulateur. C'est la seule façon, moi, que je peux voir. Malheureusement, j'ai fait des recherches sur le web. Je n'ai pas trouvé, mais absolument pas, le schéma du modulateur première génération. C'est la pièce 326-130-01. Et si vous cherchez ce numéro de pièce, malheureusement, les manuels de service n'incluent pas le schéma du modulateur. On ne montre qu'une boîte noire comme ceci. Donc, je suis un peu coincé. Je crois que je n'aurai pas le choix, étant donné que ce n'est pas possible de sonder tellement sur le dessus et que je n'ai pas le schéma. Je vais peut-être simplement dessouder le modulateur et travailler séparément avec une alimentation 5 volts. Et on va pouvoir sonder et trouver ce qui ne va pas avec le modulateur. Je crois que je n'aurai pas le choix. Ce n'est pas énormément de signaux à dessouder non plus. On parle de 4 contacts vers la carte mère. Donc, je crois que c'est comme ça que je vais procéder, mais je vais devoir enlever le bouclier d'interférence électromagnétique en dessous. Bon, opération extraction réussie. Je suis allé bien doucement. Le défi consistait à retirer autant des onglets pleins de soudure sur un boîtier métallique, donc nécessite beaucoup de chaleur, que des broches qui sont assez grosses pour les trous qui ont été utilisés sur la plaquette. Alors j'ai utilisé combinaison bien sûr de tresse à dessouder et de pistolet à dessouder. Et puis, j'en suis venu à bout et j'ai réussi à préserver la plaquette. Bon, on va se mettre à analyser ça. Ça semble être un circuit intégré, cette pièce ici, ou un ampli intégré, je ne sais trop. On va faire des petites recherches. Alors, j'ai fait un peu de rétro-ingénierie. J'ai fait des recherches. Ça m'a tout pris, mais j'ai trouvé ce que c'est. C'est un filtre à bande passante double. Alors, en remontant un peu le circuit à l'envers, en suivant, j'ai réussi à comprendre de quoi il s'agit. Alors, c'est plus facile de comprendre en remontant. On a notre sortie RF là, du modulateur. Il y a un atténuateur en T, atténuateur qui stabilise l'impédance, bien sûr, et qui stabilise probablement la sortie de toute la chaîne là aussi. On a notre filtre double. C'est une seule sortie sur le filtre, mais il y a deux filtres à bande passante intégrés dans le boîtier rond.
Ce sont des filtres SA, Surface Acoustic Wave. Un est à 61 MHz, le canal 3, et l'autre est à 67 MHz, le canal 4. Et il y a sélection. Lorsqu'on active l'interrupteur à l'arrière ici, on se trouve à glisser deux interrupteurs et on choisit soit celui à 61, soit celui à 67. Ça, c'est assez simple à comprendre. Bon, ici, on continue à remonter la chaîne. On a un modulateur composé de 4 diodes, on les voit bien ici. Et ce modulateur, bien sûr, combinera le signal de modulation, donc le signal vidéo, et le signal radio-fréquence à 61 MHz ou à 67 MHz. Il y a donc un oscillateur, il y a 2 cristaux de quartz, et le deuxième interrupteur, celui-ci, se trouve à sélectionner lequel des deux cristaux vient stimuler l'oscillateur. Donc, pour l'instant, on peut se contenter de ce schéma, compte tenu que et le signal à 61 MHz et le signal à 67, peu importe le canal, le signal n'est pas bon à la sortie. Il faut que ce soit quelque chose qui est commun. On peut tout de suite éliminer la chaîne de modulation, donc, et se concentrer sur la chaîne d'oscillateur principale à 61-67 MHz. On sait que les deux sont faibles. Alors, ce n'est pas la partie oscillateur. Si le transistor de l'oscillateur qui est ici, si ce transistor était défectueux, on ne verrait strictement rien à 61-67 MHz. On voit quand même quelque chose, c'est juste que le signal est trop faible. Donc, on peut présumer que l'oscillateur ici est bon. On peut présumer qu'une bonne partie du modulateur est correcte. En tout cas, il faut regarder pour les soudures et ainsi de suite. Donc, on peut présumer que la chaîne ici est bonne, puisque peu importe quel filtre on choisit, le signal est mauvais. Donc, déjà, ça nous donne des petits indices de où regarder. Est-ce que les diodes sont bonnes dans le modulateur? Il y a des transformateurs, je vais vous montrer de près. Ici, en entrée et en sortie du modulateur, il y a bien des possibilités. Ce que je propose, c'est qu'on renifle avec la sonde à haute impédance, sonde radiofréquence, pour essayer de remonter le signal et essayer de voir où il y aurait coupure apparente. C'est peut-être la meilleure chose, autrement que de faire, bien sûr, une observation visuelle du circuit. Bon, alors, j'ai passé quelques heures à essayer de suivre les signaux un peu partout. J'ai constaté que l'oscillateur local à 61 MHz fonctionnait bien. J'ai constaté qu'il y avait la porteuse audio à 4,5 MHz. C'est un oscillateur qui est composé du petit transformateur que vous voyez ici. Celui-là aussi fonctionne bien, une belle porteuse à 4,5 MHz. J'ai suivi les signaux un peu partout et jusqu'au mélangeur au centre où est-ce qu'il y a les diodes. Tout me semblait correct. Puis malheureusement, à la sortie, c'est insuffisant. Donc, j'ai commencé, puis j'ai bien vu que le signal n'était pas très fort en allant. On sait que c'est pas très fort en allant là, sur le connecteur à radiofréquence. Alors, j'ai commencé à tapoter, bouger les différents composants à l'interne du boîtier, des fois que je trouverais quelque chose. Et je suis arrivé à ce transformateur ici, ajustable, et lorsque j'appuie vers le bas, comme ceci, le signal apparaît. Et si je relâche, là, il tient. Mais si je bouge, je mets moindrement, et voilà. Il y a donc un mauvais contact sur ce transformateur. Alors, est-ce que c'est une mauvaise soudure? J'en ai pas vu de mauvaise soudure. C'est peut-être même à l'intérieur de ce transformateur. Alors, je vais refaire quand même les soudures de ce transformateur. Alors, le travail que j'ai mis à dessouder le boîtier, ça n'aura pas été vain. J'ai effectivement trouvé le trouble, un mauvais contact. Alors, je m'y attaque tout de suite. Alors, j'ai refait les soudures du transformateur et voilà, c'est très solide. J'ai essayé de faire couper le signal, c'est impossible. Donc, je vais ressouder le modulateur en place. Bon. OK, alors, voici l'image finale. Écoutez, le Commodore 64 de première génération n'a pas une bonne réputation au niveau de la qualité de l'image. Alors, je vais considérer que c'est correct tel quel. Il y a des petits artefacts parfois sur certains caractères,
mais c'est possible que ce soit le VIC-2 lui-même. C'est un VIC-2 de première génération. C'est lui qui, semble-t-il, souffre un peu de qualité. Bon, alors, comme c'est un VIC-20 de première génération, je vais considérer que le travail a été fait. J'ai réparé le modulateur, donc la sortie RF pour aller vers la télé fonctionne bien. Sortie vidéo avec son petit adaptateur fait maison, ça va. Le compartiment vidéo, j'ai remis de la pâte thermique, j'ai enlevé l'ancienne, j'ai remis de la nouvelle, j'ai refermé le tout. J'ai fait des petits ajustements, il y avait 2 potentiomètres pour optimiser évidemment la qualité de l'image. Tout semble fonctionnel. J'ai testé évidemment l'interface clavier, tout va bien. J'ai testé les ports de joystick, tout est correct. J'ai par le fait même découvert que mon joystick était défectueux. Je l'ai réparé. Donc, je considère que mon travail est terminé sur cette plaquette. C'est la numéro 2, je l'ai déjà identifiée. Et je vais marquer que c'est bon. Voilà. Il reste une seule chose que je n'ai pas essayé, c'est l'audio. Mais vous connaissez le problème des puces SID. Je les ai toutes retirées des plaquettes pour les tester. Je ferai une vidéo séparée pour cela. Alors, bien sûr, accès disquette, j'ai aussi vérifié cela. Donc, j'ai chargé le programme de test et ainsi de suite. Tout semble correct aussi avec le lecteur de disquette ici à côté. Donc, on passe à la suivante. Bien, ça conclut la vidéo d'aujourd'hui, qui dépasse d'ailleurs les 30 minutes. Je commence à en prendre l'habitude. Dans la prochaine vidéo, je vais probablement m'attaquer aux essais de la puce SID. C'est la puce qui génère les sons. Vous avez été plusieurs à confirmer votre intérêt dans cet exercice. C'est que j'ai 5 ou 6 puces et je crois qu'il n'y en a aucune qui est pleinement fonctionnelle. On va vérifier ça ensemble. Donc, je vous invite à demeurer à l'écoute de ma chaîne Électro-Bidouilleur pour la suite de cette série et pour des vidéos sur bien d'autres sujets touchant l'électronique. Et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas, il y a la cloche de notification, bien sûr, pour vous faire aviser lorsque je publie du nouveau matériel vidéo. Merci de votre soutien et à la prochaine.